L'avion s'est brisé en 3 gros morceaux et s'est écrasé sur le flanc d'une colline, projetant des fragments sur le sol enneigé. Les ailes ont été arrachées et le corps principal de l'appareil s'est scindé en 2 parties. Des flammes crépitaient sur ce qui restait de l'avion. 7 des 9 membres d'équipage avaient survécu à l'accident. Ils faisaient tous partie d'une mission américaine de 1946 visant à cartographier le continent antarctique. 13 navires, 23 avions et 4700 personnes avaient été mobilisés pour cette mission. Ils n'avaient que les 2 mois d'été pour travailler. Après ça, la météo serait trop mauvaise. L'USS Pine Island avait emmené 3 hydravions. L'un d'eux, le George I, avait un équipage de 9 personnes. Ils avaient effectué une première mission de 10 heures. Plus tard, au moment du second vol, le temps s'était dégradé, avec une mer houleuse et une faible visibilité. Mais ils avaient décidé de tenter leur chance et de voler quand même. Ce devait être une aventure extraordinaire, et même le capitaine du Pine Island s'était joint à l'expédition. Le pilote, Ralph Frenchy, le blanc, était très expérimenté, et ne s'inquiétait pas des conditions météorologiques. L'avion était attaché à de petits bateaux, mais les vagues étaient si fortes que les câbles qui le retenaient endommageaient sa carrosserie métallique. Les membres de l'équipage durent attacher 4 boosters spéciaux, appelés bouteilles de décollage assisté, pour aider l'avion à décoller. Il y parvint après une course d'environ 8 km, mais se retrouva directement dans une violente tempête de neige. James Robbie. Robbins n'avait que 19 ans à l'époque, mais il avait déjà 1500 heures d'expérience en tant qu'opérateur radar à bord de ce type d'hydravion. Il avait déjà réussi à voler pendant 9 heures à travers un épais brouillard et des nuages au Groenland, et il avait donc confiance en ses capacités. Le radar indiquait une chaîne de montagnes à une trentaine de kilomètres devant eux, ainsi que des icebergs qui s'étendaient à perte de vue, et tout était correct. Mais ils devaient voler à basse altitude pour prendre des photos afin d'établir des cartes, ce qui était impossible par mauvais temps. Le pilote décida donc de faire demi-tour pour retourner au navire. Soudain, l'avion heurta quelque chose. Sur le moment, ils ne surent pas de quoi il s'agissait, mais plus tard, ils réalisèrent que c'était une crête enneigée qui ne pouvait pas être vue sur le radar. La puissante secousse choqua tout le monde à bord. Le pilote et le copilote s'empressèrent de pousser les commandes de l'avion pour tenter de le redresser. Mais quelques secondes plus tard, le réservoir de carburant situé à l'avant de l'appareil explosa. L'effondrement d'une crête avait probablement fissuré l'un des réservoirs, ce qui avait entraîné une fuite de gaz. Les vapeurs de gaz avaient dû être enflammées par une étincelle électrique ou par les moteurs chauds de l'avion. L'explosion fut si forte que l'avion se brisa en 3 parties. Le pilote blessé se retrouva coincé à l'envers dans la partie avant de l'avion en feu. D'autres hommes furent également gravement blessés. Certains rampèrent hors de l'épave. D'autres avaient été projetés dans la neige lors du crash. La plupart ne se souvenaient même pas de la détonation ou de l'impact. L'équipage réussit à sortir le pilote coincé de l'épave et à l'installer dans un sac de couchage à l'intérieur de la partie arrière de l'avion. Ils essayèrent également d'aider Frederick Williams, qui était gravement blessé. Ils le placèrent sur un débris pour qu'il ne bouge pas et l'enveloppèrent dans des couvertures pour qu'il reste au chaud. Malheureusement, même s'ils firent de leur mieux pour le soigner, Williams décéda quelques heures plus tard. Le navigateur et l'opérateur radio ne survécurent pas non plus à l'accident. Les 3 membres de l'équipage n'avaient aucune seule couverture, alors ils se relayèrent pour rester au milieu, là où il faisait plus chaud. Les 3 premiers jours, le temps était vraiment mauvais. Il neigeait beaucoup et le ciel était très sombre et nuageux. L'équipe entreprit ensuite de fouiller l'épave à la recherche de quelque chose d'utile. Près de ce qui était la partie arrière de l'avion, ils trouvèrent 3 grandes boîtes de pemmican. Il s'agit d'une sorte de nourriture d'urgence qui contient tout ce dont vous avez besoin pour rester en bonne santé, mais ce n'est pas la nourriture la plus délicieuse sur Terre. Chaque boîte contenait une centaine de gobelets en papier remplis de cet aliment spécial. Mais ils découvrirent quelque chose de plus appétissant dans les rations de vol. Il y avait des steaks, des pommes de terre, des légumes en conserve, du pain, du beurre, du sel, du poivre, du sucre, du lait en conserve, quelques biscuits et même 2 grosses boîtes de beurre de cacahuètes. Ils avaient assez de nourriture pour tenir un certain temps, et ils pensaient que le pemmican leur permettrait de passer le long et sombre hiver si nécessaire. Toute la nourriture fraîche était cachée dans la neige, à l'endroit où se trouvait la cuisine, et ils durent la déterrer. Ils récupérèrent la plus grande partie du sucre en léchant la neige afin d'en reconnaître le goût. L'équipage trouva également un petit réchaud à 2 feux dans les fournitures d'urgence, mais il n'y avait pas de carburant. Heureusement, il en restait dans les réservoirs de l'avion, et l'équipage puisa donc dans l'une des conduites, ce qui lui permit de disposer d'une quantité de carburant suffisante pour durer un certain temps.
Ils laissèrent les brûleurs allumés en permanence pour faire fondre la neige et remplir les 2 ou 3 réservoirs d'eau d'une contenance de 15 à 18 litres chacun. Il leur fallait 15 ou 20 pots de neige pour remplir un seul gobelet d'eau. Au bout de 3 jours, le temps s'améliora. Le ciel était dégagé et le soleil brillait. De là où ils se trouvaient, ils pouvaient voir l'océan en bas de la colline. En explorant l'épave, ils trouvèrent d'autres sacs de couchage, un appareil photo avec une pellicule et d'autres fournitures comme un traîneau et un radeau de sauvetage pour 9 personnes. Les jours passaient et le soleil ne se couchait jamais. Les énormes mouettes affamées qui traînaient juste à côté de l'épave commençaient à taper sur les nerfs de tout le monde. Pour se distraire un peu, l'équipage joua à un ancien jeu de la marine, appelé Salvo. Il s'agit d'un jeu de bataille navale pour 2 joueurs, dans lequel votre tâche consiste à trouver et à vaincre tous les navires de votre rival. Ils prirent également des photos de tout le monde, ainsi que de l'épave sous différents angles, à l'aide d'un appareil photo Brownie Box qui se trouvait dans l'avion. L'homme radar peignit les noms des membres de l'équipage décédés en grosses lettres jaunes sur les ailes de l'avion, afin que les sauveteurs sachent ce qui s'était passé. Le 13e jour, un avion de sauvetage arriva enfin. Tout le monde cria, fit des signes et tout ce qu'il pouvait pour attirer l'attention du pilote. Mais l'avion ne s'arrêta pas et continua sa route. 2 heures plus tard, il revint, et Robbins, pressé, jeta du carburant sur un tas de matériaux inflammables et y mit le feu. La détonation fut si puissante qu'elle lui brûla les sourcils, mais ça fonctionna. L'avion vira et se dirigea vers eux, agitant ses ailes pour montrer qu'il les avait vus. Le pilote largua une note attachée à un poids. Elle disait « Si vous pouvez marcher jusqu'au lac, faites un cercle. Sinon, formez une ligne droite. » Le lac se trouvait à 16 km. Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'y rendre. Et ils tracèrent donc un cercle, signalant qu'ils étaient prêts à être secourus. Puis ils se mirent au travail. Ils entassèrent des sacs de couchage sur un traîneau et placèrent le pilote blessé dessus. Robbins récupéra une boussole de l'avion et l'attacha au guidon du traîneau pour les aider à se repérer. 3 hommes tirèrent le traîneau, tandis qu'un 4e marchait derrière pour s'assurer qu'il restait sur la bonne voie. La neige était si épaisse qu'ils s'enfonçaient souvent jusqu'à la taille. Le voyage ne devint plus facile que lorsque la terre apparut sous leurs pieds. Il leur fallut 24 heures pour parcourir les 16 kilomètres qui les séparèrent de la rive. Alors qu'ils s'approchèrent du lac, un épais brouillard tomba et ils ne purent pas voir l'avion de sauvetage. Alors le pilote démarra les moteurs et l'équipage suivit le bruit de l'avion. Bientôt, 2 sauveteurs arrivèrent sur un radeau pour les aider à pagayer jusqu'à l'avion qui les attendait. Ils montèrent à bord et regagnèrent leur navire, l'île de la Pinède. Tous les survivants furent transportés à bord de l'USS Philippine Sea et rentrèrent ensuite chez eux. Pour 6 des 9 hommes qui s'étaient écrasés sur l'île de Thurston, la vie a continué.